Le Sud-Loire, je brosse à grands traits, hein, je suis désolé, je vais aller vite, mais bon. Le Sud-Loire, qu'est-ce qui différencie par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure? D'une part, les toitures plus basses en tuiles. Par contre, le même principe de construction en longère, par adjonction successive, ou par construction d'un seul tenant. Là, on est par adjonction successive. Là, on construit d'un seul coup la maison avec ses hangars et son séchoir. Mais c'est une longère. Et puis des bâtiments spéciaux qu'on retrouve que dans le vignoble en Loire-Atlantique, ces grands séchoirs à piliers qui sont très très beaux. On les trouve jusqu'au bord de la Loire. Mais tout le vignoble en est plein. Ce sont des très très belles formes architecturales. Les architectures du vignoble, il n'en reste pratiquement pas en Loire-Atlantique, mais c'est vraiment la maison de vigneron, ça. C'est-à-dire l'habitat à l'étage, ce qui ne se faisait jamais normalement, et le chai au rez-de-chaussée. Il en reste malheureusement très peu en Loire-Atlantique. Et puis la maison du propriétaire, au contraire, qui rachète un manoir ancien, garde la tour pour dire j'ai un château, et reconstruit autour une grande maison, puis des grands communs dans les années 1830, propriété viticole. Autre propriété viticole bâtie dans les années 1830, on parlera tout à l'heure de l'architecture clissonnaise, mais c'en est issu, avec ses références italiennes. Et puis propriété viticole de la fin du XIXe siècle, là c'est la grosse villa qui se pose dans le vignoble avec les chais tout autour. Alors grand château, la spécificité, les deux grands châteaux du vignoble nantais, Noé Belair et puis le Clairet, oui. Donc là, particularité, grandes architectures, influence italienne, grande qualité. Là, on est dans le patrimoine remarquable, dont je vous disais tout à l'heure, classé monument historique, bien sûr, avec une particularité, c'est ses communs, directement inspirés de l'architecture toscane. Donc vous voyez là aussi, il ne faut pas avoir peur de dire que quand on parle de l'identité d'un patrimoine local, il peut avoir des influences bretonnes et il peut avoir des influences directement issues de la Toscane, par là aussi des gravures d'architectes qui sont venus donner des modèles aux constructeurs avec des ensembles, avec des baies en plein cintre et des colonnades. Et puis un habitat beaucoup plus simple, mais qui est lié au vignoble aussi, qui est lié à la nécessité d'avoir beaucoup de main-d'œuvre dans le vignoble, donc un certain nombre de maisonnées, soit en longère, soit en grosse maison comme ça. On a l'impression que c'est une grosse maison bourgeoise ou une grosse maison de propriétaire, alors qu'en fait ce sont des logements différents pour mettre 20 personnes, quoi. C'est fait pour le personnel du vignoble. Alors des villages, vous voyez, où la tuile et la brique est très très présente, en encadrement, en génoise, en toiture, en souche de cheminée. Là, on est dans les années 1880-1900. Vous voyez l'enduit Cholet blanc, là on est resté dans la tradition de l'aspect qu'avaient la plupart des bourgs de Loire-Atlantique. Là, un bardage en PVC pour vous montrer ce qui se passe actuellement partout, ce qui nous menace. L'architecture clissonnaise, c'est un cas particulier, évidemment, que vous connaissez peut-être. Clisson, haut lieu médiéval, avec un château. Les événements post-révolutionnaires font des grosses ruines à Clisson. Deux frères rachètent le château, font construire une villa, réécrivent carrément le paysage de Clisson, soit par la création du parc, soit par la création de petits temples en face de leur villa, soit par la façon de transformer les clochers de manière à ce qu'ils paraissent italiens de loin. Eux, ils ont fait le voyage à Rome, ils veulent reconstituer un morceau d'Italie à Clisson, et ils le font, et effectivement, ils plantent des pins parasols, etc. Enfin, ils modifient le paysage de Clisson, et Clisson devient une sorte de palimpseste dans lequel on a des éléments gothiques, comme le château ou certaines parties d'église, des éléments d'avant la Révolution avec des maisons à encadrement en granit, et puis cette influence italienne avec beaucoup de briques qui vient se surajouter. Et tout ça se lie en même temps. Donc la villa qu'ils ont fait construire, les folies dans leur parc, le petit temple qu'ils font construire en face pour que ce soit plus joli dans la perspective,
La ferme, la maison du jardinier, je veux dire, qui est là typiquement une ferme de Toscane, hein, reproduite quasiment à l'identique. Donc vous voyez que cette architecture-là, elle reprend les codes constructifs de la Loire-Atlantique, hein, mur en moellon, briques, tuiles, mais son dessin est italien. Cette fenêtre-là, qu'on appelle une serlienne, parce qu'elle a été inventée par un architecte italien qui s'appelait Serlio, c'est directement une influence italienne. Et ça va se disséminer, c'est-à-dire que ça va donner envie à plein de gens, en dehors de Clisson, de construire de cette manière. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui cette architecture clissonnaise ou à l'italienne. Vous voyez une maison de Clisson, mais en fait, c'est une maison du XVIIIe siècle, on le voit aux encadrements de cet étage-là, mais elle a été réécrite dans les années 1830, 1840, je ne sais pas, à la manière italienne, avec des arcs en briques et avec cette petite, je ne sais pas comment appeler ça, lucarne, oui, en briques et pierre. Cette architecture, elle va notamment, comme elle est très rationnelle, hein, que quand vous avez fait une arcade, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous pouvez en mettre 12, finalement c'est très pratique, ça ne coûte pas très cher, la brique coûte moins cher que la pierre à l'époque, et on peut faire des grands bâtiments avec des façades très régulières, très léchées, presque industrialisées, je dirais. Et donc, tous les industries locales, moulins, séchoirs, etc., ou industries liées à la Sèvre, qui se développent au XIXe siècle, vont utiliser cette architecture italienne. Et puis, dans le paysage de Clisson, on a aussi ces grands séchoirs qui ont été le plus souvent transformés en maisons parce que ce sont des très beaux espaces et ça donne envie d'y faire des maisons. Donc ça caractérise aussi le paysage de Clisson. Vous connaissez tous cette maison qu'on voit quand on est sur le pont, face le château. On voit cette maison assez exceptionnelle qui est un ensemble de bâtiments, je dirais, artisanaux, semi-industriels, qui a été remanié pour en faire une maison.